Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence avec un titre intéressant. On verra si on pourra répondre à cette question ou pas. Économie, immobilier, investissement, quel horizon pour une sortie de crise? On le sait, on est en train de vivre une crise immobilière qui est violente, qui est difficile. Et j'ai le plaisir d'accueillir un certain nombre de grands acteurs pour nous partager leur vision de la crise aujourd'hui, comment ils l'appréhendent, enfin, comment ils l'analysent, leurs anticipations pour 2025-2026, et puis aussi comment est-ce que cette crise transforme ou les amène à transformer, à modifier leur stratégie, leurs organisations, leur business model. Alors, je vais d'abord vous présenter chacun des participants. Audrey Camus, bonjour Audrey, qui est directrice générale de la foncière tertiaire d'ICAD. Alors, dans l'ordre, vous êtes mis dans l'ordre, bravo. Hein. Stéphane Defey, qui est directeur général de Grand Paris Aménagement. Georges Roquetta, qui est président fondateur du groupe Atland. Arnaud Taverne, qui est directeur général de CDC Investissement Immobilier. Et Gilles Moec, qui est chef économiste du groupe AXA et directeur des études économistes de AXA IM. Dans un premier temps, je vais passer la parole à Gilles pour nous faire une présentation d'à peu près un quart d'heure sur sa vision de la conjoncture macroéconomique et financière et les perspectives que vous voyez. Merci beaucoup Christian. Bonjour à tous. Donc j'ai 15 minutes pour vous déprimer absolument. Pas forcément un travail excessivement difficile compte tenu du nombre de fois où Christian a utilisé le mot crise. Mais effectivement, j'ai une vue macro un tantinet, prudente, voire médiocre. Et en tout cas, pour trouver un titre pour cette présentation, honnêtement, je ne me suis pas foulé. Survivre à Trump 2.0. La bonne nouvelle, il y en aura peu dans mon intervention, c'est que nous avons survécu à Trump 1.0. Nous devrions être capables de survivre à la deuxième édition. Donc on va beaucoup parler des États-Unis, pas simplement parce que c'est dans l'actualité, mais aussi parce que le message macro des États-Unis, c'est absolument central pour un élément qui est crucial pour vous, à savoir le niveau des taux d'intérêt. Les marchés obligataires mondiaux ont toujours tendance à prendre leur impulsion depuis les États-Unis. Et donc déterminer ce qui peut se passer là-bas est évidemment central, même si dans un deuxième temps, je parlerai d'Europe et je conclurai sur la France. Alors, c'est horrible, regardez pas, c'est un fichier illisible. Ce sont nos prévisions de croissance pour les principales zones en 2025-2026. Peut-être juste 2 ou 3 messages centraux. Aux États-Unis, nous faisons l'hypothèse d'une croissance en 2025 qui resterait tout à fait correcte. 2,3%, c'est au-dessus de ce qu'est le potentiel, la tendance communément admise pour les États-Unis. En général, on pense que le tendanciel américain est aux alentours de 1,7 à 1,8, donc toujours au-dessus de la tendance en 2025. Nous sommes au-dessus du consensus. Le consensus est un peu plus prudent à 1,8. Et la raison pour laquelle nous avons cette vision assez positive pour 2025, rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps, c'est parce qu'il y a un effet à court terme positif de l'élection de Trump lié à la promesse d'une dérégulation qui peut avoir un effet positif sur l'investissement, lié aussi à, vous l'avez vu, à une réaction très positive des marchés qui procure probablement un effet de richesse positif qui devrait aider à soutenir la consommation et l'investissement en 2025. En revanche, en 2026, patatras, on tomberait à une croissance de 1,5, donc en dessous du potentiel américain. Nous sommes en dessous du consensus des économistes. Pourquoi? Parce que pour nous, à partir de la fin 2025, c'est là où les aspects toxiques, entre guillemets, du programme économique de Donald Trump commenceront à se faire sentir, avec en particulier une inflation qui repartira assez nettement à la hausse. Zone euro, c'est un peu symétrique. On est en dessous du consensus, avec une croissance pour l'année prochaine à 1%. Donc légèrement en deçà du potentiel européen, avec dans la gradation des pays membres, malheureusement, une France en dessous de la moyenne à 0,7%, un peu plus forte que l'Allemagne, mais en ce moment, ce n'est pas très compliqué.
mais avec une croissance très en deçà de ce qu'on pourrait normalement attendre. Petit début de réaccélération en 2026. Pourquoi? Parce que l'hypothèse que nous faisons, et elle est importante pour vous, c'est que la BCE, dans l'année 2025, sera amenée à ramener ses taux d'intérêt en territoire accommodant. Nous faisons l'hypothèse d'une BCE qui ramènerait ses taux aux alentours de 1,5% dans le second semestre de 2025, donc avec un effet positif qui commencerait à se faire ressentir en 2026. Mais 2025, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, commençons par les États-Unis. Un point important, c'est qu'avant même que Trump soit inauguré pour la deuxième fois, avant même que sa plateforme électorale puisse commencer à être mise en œuvre, le contexte macro est déjà assez particulier et assez différent de ce que l'on pouvait peut-être attendre il y a ne serait-ce que quelques mois. Pourquoi? Parce que l'inflation américaine résiste. C'est ce que vous voyez ici sur le graphe de gauche. Là, je regarde l'inflation sous-jacente américaine. C'est un glissement sur 3 mois pour essayer de capturer vraiment les tout derniers mouvements. On est sur une réaccélération de l'inflation américaine depuis, en gros, le mois de septembre, donc avant même que la politique inflationniste de Trump se fasse sentir. Pourquoi est-ce qu'on a cette réaccélération de l'inflation américaine? Probablement parce qu'on a un marché du travail qui reste, entre guillemets, trop robuste. Certes, le taux de chômage a commencé à remonter, il remonte depuis la fin du printemps 2024, mais comme vous le voyez sur le graphique de droite, là, ce que j'ai reporté, c'est la variation des créations d'emplois à chaque fois dans les phases précédentes où nous avons connu une hausse du chômage aux États-Unis, lors de la récession de 1990, lors de celle de 2002 ou lors de celle de 2008. Comme vous voyez, en violet, en haut, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a toujours une très bonne résistance des créations d'emplois aux États-Unis. On est sur un rythme d'à peu près 1 à 1,5% sur du glissement annualisé, alors qu'on était dans des destructions d'emplois au même stade du cycle lors des ralentissements précédents. Donc comment est-ce qu'on peut avoir à la fois une hausse du chômage et des créations d'emplois qui restent robustes? Tout simplement parce qu'un élément central de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce sont des conditions d'offre sur le marché du travail qui s'améliorent, avec des entrées sur les territoires américains qui sont très fortes. Donc on peut avoir à la fois création d'emplois et taux de chômage qui monte un tout petit peu, mais qui préserve quand même la capacité de l'économie américaine à consommer et donc à croître. Donc là-dessus, on va plaquer du Trump. Et ce que j'ai essayé de reproduire ici, ce sont les 3 blocs principaux de ces propositions économiques. Le premier bloc, c'est l'offre de travail. Et là, on risque d'aller vers une inversion complète de ce qui se passe aux États-Unis depuis quelques années. Depuis quelques années, vous avez des entrées sur le territoire qui sont extrêmement importantes. En 2023, il y a l'équivalent de plus de 1% de la population existante américaine qui est entrée en termes nets aux États-Unis. Ça a participé de cette détente de l'inflation, ça a participé à la bonne tenue de la consommation. Trump veut l'inverse. Trump officiellement parle d'expulsion massive de travailleurs illégaux. On ne sait pas s'il parviendra à cela, même s'il y a un précédent. En 1954, les États-Unis ont expulsé 1,3 million d'immigrés illégaux. Ils l'ont fait en 3 mois. Donc voilà, comme ce qui m'a été dit par des interlocuteurs américains, si nous avons été capables de le faire en 1954 avec des bus, nous devrions être capables de le faire avec des avions en 2024. Donc ça, c'est le programme officiel. Mais même si ce programme officiel n'est pas mis en œuvre, on peut s'attendre quand même au moins à un arrêt des flux entrant aux États-Unis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une pression sur le marché du travail qui augmenterait, à une inflation qui s'accroît. Politique budgétaire, des baisses d'impôts massives, prolongement des baisses d'impôts qu'il avait déjà données lors de son premier mandat et qui étaient censées commencer à expirer en 2025. Ça coûte à peu près 1 point de PIB de déficit en plus, auquel il ajouterait une baisse forte à l'impôt sur les sociétés de 21 à 15% et une exemption des pensions de la sécurité sociale de l'impôt sur le revenu. Au total, ça fait 2 points de PIB. Troisième élément, guerre commerciale. Je n'ai pas besoin d'élaborer, vous le savez tous, ces menaces qui sont un peu plus que des menaces probablement de durcissement des droits de douane. Tout cela est inflationniste. Et tout cela crée une pression à la hausse sur l'offre de dette publique américaine en 2025 et probablement au-delà. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est que le point de départ, le scénario central pour la dette publique américaine, pour le déficit américain, est déjà très dégradé. Ce que vous avez sur les barres vertes à gauche ici, ce sont les prévisions du CBO, qui est un organisme transpartisan parfaitement respectable, qui essaye d'estimer quelle serait l'évolution du déficit budgétaire américain à politique inchangée.
c'est-à-dire sans mise en œuvre de quelques mesures discrétionnaires que ce soit. Et comme vous le voyez, la base, c'est 6 points de PIB de déficit. Vous ajoutez du Trump par-dessus, vous arrivez à 8 points de PIB par an. Donc même une économie qui croît très vite se retrouvera en fait dans une situation d'augmentation tendancielle de sa dette publique. Et ça a un impact lourd sur ce que j'avais indiqué en introduction, le niveau des taux d'intérêt. L'hypothèse que nous faisons, c'est que la Fed ne pourra plus baisser ses taux que d'environ 50 points de base par rapport à son niveau actuel. Peut-être encore une baisse la semaine prochaine, et ça n'est même pas encore évident. Une autre à la fin du premier trimestre 2025, et ensuite on s'arrête. Parce qu'on a une Fed qui tout simplement voit que même avant Trump, l'inflation repart un peu à la hausse, ne converge pas vers son objectif, et qu'en plus la mise en place de la plateforme politique serait contraire en fait à cette convergence vers l'objectif. Je suis économiste, donc j'adore les modèles économétriques, mais je voulais vous en montrer un qui marche, ça existe, c'est celui qui est à gauche. La courbe rose, c'est notre modèle de prévision des taux d'intérêt longs, des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis. Comme vous le voyez, historiquement, ça marche assez bien. C'est un modèle fondamental qui est tout simplement basé sur la variation du bilan de la Banque centrale, l'inflation et le déficit. Et la croissance, pardon. Ça représente assez bien les grandes évolutions des taux d'intérêt américains à long terme. Ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que notre modèle sous-prédit la réalité de la hausse des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis. Nous, on est à 4, voire un peu en dessous. Or, la réalité du marché, c'est qu'on a cassé en fait cette limite de 4. Ce qui se passe probablement, c'est qu'on est en train d'importer sur le marché obligataire américain, avec des effets légers mais des effets réels de diffusion à l'ensemble des marchés obligataires mondiaux, une espèce de prime de risque qui est probablement liée à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump de l'ordre de 30 à 40 points de base. Donc on va vivre probablement avec cette espèce de message, de signal du plus grand marché obligataire mondial qui est plutôt cohérent avec un maintien des taux longs à un niveau relativement élevé. Quid de la situation dans la zone euro ? Alors accrochez-vous parce que là, ça ne va pas être nécessairement très fun. Pour aller vite, et j'ai choisi de ne pas représenter la confiance dans les entreprises du bâtiment. Donc ce que vous avez à gauche, c'est la confiance d'entreprise dans le secteur manufacturier européen, avec 2 sources, la source Commission européenne et la source PMI. Les deux vous disent que le trait pointillé, c'est soit le niveau de long terme pour l'enquête de la Commission européenne, soit ce fameux niveau, ce seuil d'expansion pour le PMI. On est très en deçà de ces seuils d'expansion depuis maintenant longtemps aux États-Unis, dans la zone euro pour le manufacturier. Nous sommes en fait en récession manufacturière dans la zone euro depuis 1 an. La bonne nouvelle, c'était que pendant quelques mois, on a pu y croire. Un printemps pouvait commencer à montrer le bout de son nez dans le secteur des services, c'est ce que vous voyez à droite, où on a eu un passage en territoire d'expansion de la confiance des chefs d'entreprise dans le secteur des services. Et patatras, tout s'est inversé à partir de la fin de l'été, et on est aujourd'hui, même dans le secteur des services, en situation de contraction. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les perspectives de guerre commerciale avec les États-Unis n'améliorent pas les choses, ça c'est évident. Je ne suis pas sûr que ce soit si central que cela, en termes directs en tout cas, parce que comme vous voyez sur le graphique de gauche, le poids des échanges avec les États-Unis dans la plupart des grands pays européens est assez faible, c'est de l'ordre de 2 points de PIB. On peut vivre avec 10% de droits de douane américains sur quelque chose qui représente 2 points de notre PIB. Mais les effets indirects sont assez lourds. Parce que ce qu'on peut imaginer, c'est une contraction assez forte de l'activité en Chine, puisque la Chine est véritablement la cible commerciale des États-Unis. Et nous avons évidemment un nombre important d'industriels en particulier qui sont dépendants aujourd'hui du marché chinois. Donc ça n'aide pas, c'est probablement pas crucial, mais ça n'aide pas. Ce qui me paraît le plus important en fait, à comprendre, c'est ce qui se passe sur le graphique de droite. Ça représente ce qu'on appelle l'indice d'incertitude. C'est une idée très intelligente de 3 économistes il y a une quinzaine d'années qui se sont amusés à compter le nombre de mots négatifs dans les journaux. Évidemment dans la sphère économique et financière. Et comme vous voyez, aux États-Unis, dans la zone euro, en général, on est déprimé en même temps. Et on est heureux en même temps. On est rarement heureux, mais... Et ce qui se passe depuis 2022, c'est un décalage
qui ne se résorbe toujours pas entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis sont relativement heureux. Il y a une petite montée d'incertitude, bien évidemment liée à l'élection présidentielle, mais en Europe, on est très grognon, on est très incertain. Et ce qui est très drôle, c'est que l'augmentation du mois dernier, qui évidemment a été liée à l'élection de Donald Trump, la montée d'incertitude a été plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que nous, on accumule les chocs. Depuis quelques années, on accumule les chocs. On a eu à peu près le même choc pandémique que les États-Unis, mais on était peut-être un peu plus loin qu'eux dans les lockdowns. On a surtout eu le choc inflationniste lié à la guerre en Ukraine, qui a fragilisé nos économies. Et on y ajoute aujourd'hui l'incertitude liée à l'élection de Trump aux États-Unis et l'incertitude politique que nous générons tout seuls, comme des grands, à la fois en France et en Allemagne. Donc, contexte d'incertitude assez fort, qui a un effet sur le comportement d'épargne des ménages. Et ça vous intéresse. Parce qu'on a des ménages français et européens qui sont très grognons, très stressés et qui épargnent de plus en plus. Si on pouvait faire une histoire positive de la croissance européenne il y a 6 mois, elle reposait sur une idée très simple. Les salaires continuent à se porter assez bien. Ils excèdent en fait l'inflation. Nous engendrons finalement des gains de pouvoir d'achat et ces gains de pouvoir d'achat vont soulever la consommation des ménages et vont soulever la croissance. On a bien les gains de pouvoir d'achat, mais ces gains de pouvoir d'achat sont de plus en plus absorbés par une hausse continue du taux d'épargne qui lui-même est probablement une fonction de l'incertitude dans laquelle on vit. La très bonne nouvelle, c'est qu'en dépit de cette morosité générale, l'inflation en Europe, et ça c'est la grande différence avec les États-Unis, continue à ralentir vite. Ce que vous voyez sur le graphe de gauche, en haut, c'était la prévision d'inflation de la BCE du mois de septembre. Ils avaient tort, parce qu'en tout cas sur les premiers mois que l'on a depuis que leur prévision est sortie, l'inflation s'est révélée beaucoup plus faible que dans leurs attentes. Et ils sont en train de réagir à cette surprise à la baisse de l'inflation, qui est bien évidemment le résultat de cette croissance assez morose. Et je pense qu'on va avoir une baisse des taux de 25 BP demain, mais peut-être de manière plus importante que la baisse des taux elle-même, on aura, je pense, un message de Christine Lagarde qui sera autour de la poursuite de cette trajectoire de baisse dans l'année 2025. Et comme vous voyez sur le graphe de droite, nous, notre perspective, c'est que la BCE a vu la lumière, qu'elle est consciente de la difficulté dans laquelle l'économie européenne se trouve aujourd'hui et qu'elle va aller très loin dans la baisse des taux. 1,5% deuxième moitié de 2025, ça peut vous aider à sortir de l'ornière, peut-être pas en 2025, mais en tout cas en 2026. Dernier élément, avant-dernier élément, la France. Évidemment, on s'est fait peur, on va continuer à avoir peur. À très court terme, je pense que la situation est probablement gérable en termes financiers. Certes, nous commençons à avoir des sorties d'investisseurs internationaux. C'est le cas, par exemple, des investisseurs japonais qui sont importants pour la bonne tenue du marché obligataire français. Mais en face, vous avez des investisseurs français qui, eux, sont plutôt peu exposés à la dette publique française. C'est une grande caractéristique française. Si vous regardez les banques, par exemple, les banques françaises ont relativement peu d'OAT sur leur bilan, beaucoup plus faible que ce que l'on avait en Italie. Et donc, ce qui permet au spread de rester à peu près contrôlé depuis quelque temps, c'est vraiment le fait qu'il y a une solidité, entre guillemets, suffisante du côté de l'industrie financière française pour faire tenir la barque. Alors, à un moment ou à un autre, il faudra arriver à une clarification, à une orientation plus nette des finances publiques, mais pour l'instant, en tout cas, on est dans une situation gérable. Un effet quand même, c'est que cette incertitude politique, cette instabilité politique, elle peut avoir un effet de magnification de ce sentiment déjà assez dégradé qui pousse à la hausse du taux d'épargne. Et on le voit en fait en France, par exemple, lorsqu'on s'intéresse à la confiance des consommateurs, c'est sur le graphique de droite. La confiance des consommateurs en France était à peu près au niveau de la moyenne de la zone euro, et là, depuis un mois, elle décroche. Donc, il ne faut pas que cette situation d'incertitude, d'instabilité se poursuive trop longtemps. C'est gérable en termes de marché, c'est un peu compliqué en termes de croissance. Et tout dernier élément, parce que je voulais quand même finir par un point positif, on parle beaucoup de backlash contre l'ESG, que l'élection de Trump aux États-Unis signifie un peu la fin de l'orientation générale vers une décarbonation. Dans le cas européen, en tout cas, je n'y crois absolument pas.
Je pense que ce choix politique vers la décarbonation va survivre, et va survivre parce que c'est notre intérêt économique. Et je sais que dans le secteur immobilier, c'est un élément important, parce que la décarbonation est centrale dans vos programmes d'investissement. Je ne pense pas que la pression va se relâcher. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de la décarbonation comme un coût, comme une contrainte, mais c'est aussi un gain économique clair pour la zone euro. Tous les ans, c'est ce que vous voyez sur le graphe de gauche, l'Europe paye au reste du monde l'équivalent de 2 à 3% de son PIB pour ses importations nettes d'énergie fossile. L'électrification, c'est probablement une voie positive pour nous en termes d'investissement et en termes de réduction de notre facture énergétique externe. L'électricité européenne est déjà très décarbonée. Les 2/3 de l'électricité européenne est décarbonée. Nous pouvons aller plus loin et en électrifiant davantage, nous pouvons tenir un double dividende, à la fois en termes de décarbonation, mais également aussi en termes de transfert de revenus vers le reste du monde. Donc ça, pour moi, ça continue et c'est probablement un élément qui continuera à ancrer les politiques d'investissement dans la zone euro. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Juste un élément, Gilles, vous voyez l'OAT du coup rester à quel niveau, enfin se positionner à quel niveau, parce que c'est quand même un benchmark extrêmement important pour les investisseurs. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'on reste en fait dans les purs actuels, c'est-à-dire que on va probablement avoir un taux sans risque dans la zone euro, donc en gros le taux allemand qui va probablement s'aligner aux alentours de 2%, voire un peu en dessous, un spread qui, en tout cas, si on ne fait pas trop de bêtises politiques dans les mois qui viennent, et il semble que les choses vont un tout petit peu dans le bon sens depuis quelques jours, on puisse arriver à un taux OAT 10 ans à la fin de l'année aux alentours de 3%, ce qui honnêtement est gérable au terme, quand on le compare à ce qu'est la croissance tendancielle du PIB nominal en France. Ok, très clair. Mais je vais me tourner maintenant vers les acteurs immobiliers. Et pour vous demander d'abord, dans un premier temps, comment est-ce que vous caractériseriez la crise immobilière, là, pour le coup, et non pas économique. Enfin, elle a une origine économique, bien sûr, mais que nous traversons. Comment vous l'analysez? Peut-être Stéphane? Alors, effectivement, on est dans une crise. Ça, si quelqu'un dit le contraire, je suis prêt à ce qu'on en discute un petit peu. Mais surtout, cette crise, elle n'a rien de conjoncturel. Et je pense que la brutalité de la hausse des taux, qui a été plutôt un révélateur dans l'immobilier, en fait, nous fait voir un certain nombre de crises sous-jacentes structurelles qui sont là en fait depuis assez longtemps. Je vais donner un exemple très concret sur temps long. Donc je vais remonter à 1965. Quand on regarde la productivité dans l'industrie de l'immobilier, comparée à la productivité dans l'économie générale. L'économie générale gagne sur la période 265% de productivité. L'industrie immobilière perd 11%. Waouh. Voilà. Donc c'est... Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, donc c'est bien. Donc c'est important de l'avoir en tête, parce que ça veut dire qu'on est une industrie qui, structurellement, et depuis 65, donc ce n'est pas un phénomène récent, n'est pas capable d'intégrer des gains de productivité. On pourra peut-être en revenir après sur quelques-unes des causes racines, parce que la question, c'est peut-être pas uniquement ce constat, c'est de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Deuxième crise qui me semble très importante, elle a une dimension immobilière, mais aussi une dimension politique, c'est une crise des communs. Nous n'avons plus en France une vision commune et partagée de notre destin national. Je vous invite à regarder tout le travail de Jérôme Fourquet en particulier là-dessus, donc je ne vais pas le paraphraser parce que je le ferai nettement moins bien que lui, mais on voit très très bien que finalement les cadres de la pensée, pour faire extrêmement simple, on avait deux cadres qui régissaient un peu la formation des jeunes, hein, tout simplement, l'Église catholique et le Parti communiste français,
c'est ça les cadres de pensée mais qui étaient très structurants d'un point de vue social, hein, je ne mets pas d'autres dimensions. Ils se sont totalement dilués et on a une archipélisation, je reprends son terme, avec finalement, nous ne sommes plus d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble. Et ça se traduit de manière très concrète sur l'immobilier, hein, quand on dit que les maires ne veulent pas faire. En fait, les maires veulent faire ce que leurs électeurs veulent. Hein, c'est assez basique. Et on a un vrai écart entre ce que les gens veulent sur un même territoire. Et donc, donc ça c'est important parce que ça c'est une crise de l'offre, finalement, qui est alimentée par ça, beaucoup plus qu'autre chose. Une fois qu'on a dit ça, toute la question, c'est est-ce qu'on s'arrête là? Et on a quand même une crise dont on parle, je trouve, extrêmement peu. On commence à en parler légèrement, mais c'est très récent. C'est une crise de la demande. Et alors, là, quand je vais parler de crise de la demande, je ne vais pas parler de la solvabilité des acquéreurs ou des choses comme ça. Juste la démographie. Rappelons-nous quand même que dans les tendances majeures, s'il y a bien une tendance de fond qu'on n'inverse pas facilement, sauf Mao, mais bon, je ne sais pas si c'est l'exemple qu'on veut suivre, c'est la démographie. Or, notre société se transforme profondément sous nos yeux. Population de plus de 85 ans. Doublement dans les 10-15 ans. Et ce n'est pas neutre. Le seuil de 85 ans, c'est statistiquement le seuil de la perte d'autonomie. Combien est-ce qu'on produit d'EHPAD, de maisons de retraite aujourd'hui dans le pays? Je discutais avec le directeur général de l'enseignement national au mois de juillet dernier. Une des problématiques de fond de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est de trouver des postes aux enseignants en maternelle. Je rappelle que sur les 10 dernières années, les 7 premières années baissent de 10% de la natalité en France. Sur les 3 dernières années, baisse de 10%. Donc on n'est pas sur quelque chose en plus qui est stable, on est vraiment sur quelque chose où on est en train, sous nos yeux, de changer la démographie. Or, l'immobilier, investir sur du temps long, sur des mètres carrés, quelle qu'en soit la destination, on s'adresse à un moment donné à des hommes et des femmes, donc à la population. Et ça, c'est une crise structurelle, c'est une évolution structurelle. La crise, c'est en fonction de nos réactions par rapport à ça. Mais pour l'instant, c'est une crise parce que c'est un impensé qui est très profondément ancré chez nous. Et il va falloir qu'on change un petit peu dessus. Merci. Est-ce que l'un de vous veut... Comment est-ce que vous analysez cette crise? Georges? Juste sur le mot crise. Oui. Crise, c'est un changement de paradigme brutal qu'on n'a pas anticipé. Quand les taux sont passés en négatif, je considère qu'on est en crise. Ce n'était pas normal. Donc il faut bien faire attention, parce qu'il y a plein de crises. Alors dès que ça marche mal, on est en crise, mais dès qu'on a une situation qui est anormale, mais qui nous arrange, on n'est pas en crise. Donc la crise, elle a démarré avec les taux négatifs. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai plus de visibilité maintenant, paradoxalement, que quand les taux étaient négatifs. Puisque là, je sais à peu près à quel prix il faut que j'achète. Avant, je ne l'avais pas. Bon, j'ai juste cette remarque-là. Donc, il y a plein de crises. Et quand on dit la crise immobilière, il n'y a pas qu'une crise immobilière, il y en a plein, ce que disait Stéphane, les problèmes sociaux, les taux, les collectivités locales, etc. Donc, c'est vachement dû dire qu'il y a une crise parce qu'on pense qu'il n'y a qu'une réponse. Donc, il y a plein de crises et il y a plein de réponses. Voilà. Justement, c'est pour ça que c'est intéressant d'analyser. Donc ça, c'est mes premières remarques. Alors après, on peut revenir sur les causes de ce changement de paradigme sur les marchés immobiliers, mais ce qui se passe sur le logement avec les problèmes de permis, c'est pas ce qui se passe sur les CPI, c'est pas ce qui se passe sur les actifs, c'est pas ce qui se passe au Valiat, c'est pas ce qui se passe sur la santé, c'est pas ce qui se passe sur l'hôtellerie. Donc chaque segment de marché a une problématique à résoudre, mais la solution, c'est peut-être pas la même. On dit ouais, non, c'est les taux. Non, il n'y a pas que les taux. Les taux, c'est un élément qui a accéléré. Il n'y a pas que les taux. Voilà. Après, on pourra revenir sur la vision qu'on a chacun d'entre nous de cette crise. Voilà. Mais je crois que ce qu'il faut retenir après, c'est qu'est-ce qui est vraiment durable. Voilà. Non, enfin, moi, en tant que chef d'entreprise, je fais la part entre ce que je considère ce qui est durable, on ne reviendra plus dessus, et puis ce qui est temporaire. Voilà. On pourra revenir là-dessus, changer là-dessus. Voilà. Mais, non, vas-y. Qu'est-ce qui est durable pour toi? Alors, qu'est-ce qui est durable? On n'aura plus de taux à zéro. Ouais. Donc, chaque détenteur d'actifs doit acter une correction de valeur.
minime, forte, manque à gagner, perte. Ça dépend à quel moment on a acheté, mais ça c'est clair. Donc ça, il faut que le monde entier comprenne que tout détenteur d'actifs a perdu la valeur. Deuxième élément, c'est la décarbonation. La nécessité d'investir en CAPEX dans nos actifs immobiliers pour une raison sociétale et puis pour une raison de liquidité. Donc on se retrouve confronté à des actifs où il y a une baisse de valeur, il va falloir mettre des CAPEX dedans, et il n'y a pas de perspective d'offre de cash flow. Donc l'exercice, il va être beaucoup plus expert. On en parlera tout à l'heure. Troisième élément, qui est nouveau dans cette crise, on a une masse, je pense, assez significative d'actifs pour lesquels il va falloir changer d'affectation. Alors, le changement d'affectation, il y a le changement d'affectation simple. Je transforme un immeuble du bureau en logement, je place ça. Mais il y a aussi des immeubles pour lesquels le changement d'affectation, c'est la démolition. Et donc là, on est confronté à une problématique qu'on n'avait pas rencontrée sur les précédentes crises, c'est qu'on va se retrouver avec des quartiers complets qu'il va falloir repenser. Mais on ne va pas pouvoir le faire en 12 mois. Il va falloir le faire en plusieurs années. Voilà, donc ça, c'est pour moi en tant que chef d'entreprise, 3 éléments sur lesquels je considère qu'il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Ce qui est temporaire, petite baisse de taux pour nos acquéreurs, notamment primo-accédants. Bon, je me dis, voilà, donc peut-être on va retrouver. Voilà. Ce qui est temporaire, on espère le jour où on a un gouvernement, tout ça fonctionne, et qu'on a enfin compris qu'il faut que les collectivités locales aient des recettes pour qu'elles puissent favoriser la production de logements. Je me dis c'est temporaire, mais il faut bien se dire, ça c'est 2027, hein, donc c'est pas avant. Mais ça, je me dis, ça peut changer. Voilà, les prix de revient, nous sur nos activités promotion, les prix de revient, on sent qu'on a atteint un plafond, ça se corrige un peu, les sujets de productivité, donc voilà. Ce qui est temporaire, et je pense qu'il va revenir, c'est le goût de le besoin d'investissement immobilier, que ce soit chez les particuliers professionnels. L'allocation actif immobilier, elle va rester présente. Alors, il y a un peu de tension en ce moment, mais moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est pour moi temporaire. Voilà. Mais les 3 premiers points, je bâtis ma stratégie là-dessus, et je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Voilà. Audrey ? C'est bon. C'est bon. A priori, c'est bon. Non, alors je partage ce qui vient d'être dit par Georges. En effet, la partie alors moi, je dirais quand même sur les taux, il y a une partie qui est quand même conjoncturelle parce que, en effet, probablement on ne retrouvera jamais des taux négatifs ou à zéro. En revanche, il y a un peu d'éclaircie, en tout cas. C'est ce que prédit notre économiste, à court, moyen terme, même si en effet on ne redescendra jamais très bas. Après, pour moi, il y a une chose qui est aussi structurelle, c'est l'évolution sur le marché de bureaux. Et notamment, on a vu une baisse de la demande placée ces dernières années. Cette année, on devrait atterrir autour de 1,8 million m² en Ile-de-France. Auparavant, on était plutôt autour de 2,5 millions par an. Et probablement, en tout cas c'est ce que disent à peu près les prévisions aujourd'hui, on sera dans les années qui viennent entre 1,8 et 2, et donc le 2,5 n'existe plus. Voilà. Et les prévisions démographiques confortent là-dessus, avec l'emploi tertiaire qui arrête d'augmenter, etc. Et donc probablement, voilà, ce 1,8 million, entre 1,8 et 2 par an va devenir la nouvelle norme du marché. Et il y a une chose qui est aussi, à mon avis, structurelle, c'est l'évolution de la demande des utilisateurs bureaux, avec une recherche de centralité, avec des services, etc. Et ça, je ne pense pas que ça change dans le temps, au contraire. Et donc là, en effet, on a, nous, propriétaires, une responsabilité vis-à-vis de ça, c'est d'adapter nos immeubles, de faire avec ce qui existe, parce qu'en effet, continuer d'aller construire en périphérie, ça n'a plus de sens. Et donc, on a un vrai enjeu. Alors, sur le changement d'usage pour certains actifs, mais aussi sur la rénovation en tertiaire pour une autre partie du portefeuille. Arnaud ? Oui, alors moi j'ai quand même vu une crise assez mécanique. Hein. Cette hausse des taux, alors je suis assez d'accord quand on dit que c'est plus facile d'investir maintenant parce que on sait que la hausse des taux, en tout cas long, est derrière nous. Mais cette hausse des taux a quand même provoqué un triple effet pour l'immobilier. Hein. Les coûts de financement ont été multipliés par 3. Les taux de rendement sont décompressés en moyenne de 150 points de base sur les meilleurs actifs. Hein, donc 150 points de base, quand on l'applique à des actifs qui partaient de 3%, c'est beaucoup. Et ensuite, on a eu une période inflationniste, on en sort, hein, mais qui a contribué à augmenter le coût de travaux de 20 à 30%. Donc on peut imaginer la situation
d'un actif ou d'un investisseur ayant acheté une opération bureau en première couronne. Ce n'est pas notre cas, c'est un exemple. Ayant acheté ça vous est arrivé aussi. un immeuble de bureau en 2018 ou 2019 dans l'intention de le restructurer 3 ou 4 ans plus tard au départ du locataire. Et cet investisseur s'est financé à l'époque avec une échéance de refinancement maintenant. Ben, il n'est pas bien. Et on peut penser qu'il a perdu son equity. Donc, je pense que ça, c'est assez marquant, hein, notamment pour les directions financières d'investisseurs multiclasses d'actifs qui n'imaginaient pas un instant pouvoir perdre autant d'argent sur l'immobilier, hein, l'immobilier étant censé, dans un portefeuille et une allocation ALM, l'immobilier est censé apporter de la stabilité. Et là, c'est vrai que la violence du choc sur les valeurs est très forte. Donc, aujourd'hui, globalement, l'immobilier fait peur. Elle ne fait pas forcément peur aux gens de l'immobilier, mais elle fait peur à ceux qui sont au-dessus et qui décident d'allouer les enveloppes. Juste un élément, la baisse des valeurs aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui gèrent des actifs, c'est à peu près combien? Alors c'est très compliqué, hein, je sais, mais bon, alors en moyenne, est-ce que vous pouvez dire ça ou pas? Enfin, sur le bureau, on peut dire que c'est entre 20 et 25% pour les actifs par rapport au pic. Hein. Alors, il y a eu un petit rattrapage quand même avec les croissances locatives, mais on va dire que c'est 20% pour Paris QCA et les principaux centres des capitales européennes. Mais sur la première couronne, même dans les zones qui fonctionnent un peu bien, on est à moins 30, moins 40, et parfois plus si on tombe, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, sur une situation où on n'a plus de locataires. C'est très fort. Audrey? Non, je partage les chiffres qui viennent d'être donnés. J'ai pas de... C'est très contrasté, il faut quand même... Bien sûr. Non, mais c'est évidemment très contrasté. Georges, que tu... Je partage ce que dit Arnaud sur le prime parisien, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, et c'est un segment de marché qui, malgré tout, reste liquide. Donc, on a des références. Je ferai une remarque sur le prix des terrains, qui n'est pas insidieuse par rapport aux voisins à droite. Les terrains n'ont pas beaucoup baissé. Et ça, c'est un vrai sujet pour la profession. Voilà. Alors, le prix de revient du terrain, enfin, la part du terrain, le prix de revient sur une opération deuxième couronne, c'est 20% à peu près. S'il faut affecter la baisse de prix que l'on a, c'est ce que est capable de payer notre acquéreur, c'est-à-dire 20% de moins qu'il y a 4-5 ans, il faudra acheter le terrain à zéro. Donc là, on a un vrai sujet. Donc voilà, je fais cette remarque qui tient, mais ça ne va pas pouvoir tenir longtemps. Ce qui tient, c'est les prix de foncier. Mais devant les défaillances de promoteurs et l'incapacité de faire les précoms et de sortir des opérations, il va falloir que ce sujet de foncier, à un moment, il se recale par rapport au reste. Voilà. Et là, on a une vraie difficulté ensemble à partager. Voilà. Stéphane? Oui, peut-être une remarque là-dessus, parce que à la fois c'est vrai, et à la fois il y a une vraie dureté du cliquet à la baisse là-dessus, qui prend plusieurs formes. Il y a une forme que je qualifierais de psychologique, ça c'est plutôt sur le diffus, sur le particulier qui a entendu une valeur et qui se dit de toute façon, moi je ne suis pas vendeur, donc cette valeur, elle reviendra. Donc c'est pas tellement un effet valeur, c'est un effet gel de la possibilité. Il y a un effet des collectivités territoriales qui, elles, ont vu leurs ressources fondre, et c'est pas sans lien avec ce que tu disais d'ailleurs à juste titre sur comment est-ce qu'on a un lien entre le coût des services associés à la production des différentes classes d'actifs sur un territoire et les ressources des collectivités. Mais il y a un autre sujet qui est peut-être moins visible aujourd'hui, c'est la situation financière de la plupart des aménageurs publics. Alors, je le dis assez tranquillement, nous on vient de finir de se désendetter, on avait 60 millions de dettes il y a 3 ans. On a fini de rembourser, il doit nous rester 3 millions qu'on rembourse l'année prochaine. Donc on n'a pas de problème de ce point de vue-là. On regarde le bilan des aménageurs en Ile-de-France, société d'économie mixte en un ou autre. Si je prends les 4 premières, il y a 800 millions de dettes pour un pied de bilan à 120. Dans des entreprises normales, il y a déjà eu quelques problèmes avant, et les stocks ils sont à peine à 250.
Pourquoi ça tient? Parce qu'il y a la garantie des collectivités territoriales. Sauf que regardez la santé des départements avec la chute des DMTO, le filet de sécurité n'est pas là. Ça veut dire en fait que tous ces acteurs, en fait, ils n'ont pas tellement de capacité d'élasticité à la baisse pour absorber de leur côté un choc qui existe et qui est très réel. Donc on a un sujet qui est loin d'être neutre, et je partage tout à fait le point de vue qui est le tien, c'est qu'en fait, le système, il n'a pas tellement d'amortisseurs encore en bon état pour pouvoir gérer la reprise du marché dans de bonnes conditions. Tu veux réagir? Non, mais la conséquence de ce qui vient de dire, hein, s'il n'y a pas d'élasticité sur le prix du foncier, c'est que les investisseurs institutionnels ne vont pas pouvoir acheter du logement. Faut être clair là-dessus. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas capable de nous aligner au prix de revient proposé par les promoteurs sur le neuf. Alors, bon, ça commence à devenir un peu chaud là. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est enfin, aujourd'hui, deuxième question, quels sont pour vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui fin 2024, donc avec un regard de promoteur, un regard d'aménageur, un regard d'investisseur, qui sont les trois regards là. Et comment est-ce que vous voyez les perspectives pour 2025, 2026 je dirais plutôt pour le marché, et après on parlera de vos stratégies, de ce que vous faites pour adresser ces marchés. Tu veux commencer, Audrey? Alors, où on en est, en effet, déjà sur le plan des valeurs, voilà. On a quand même pas mal atterri. Hein, donc, et dans les discussions qu'on a avec les experts, il semblerait quand même qu'on approche d'un point bas. Donc, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Après, il ne faut pas qu'il y ait demain une forte inflation et du coup une intervention de la Banque centrale, etc., sur les taux, parce que là, on reviendra dans un cycle qui, à nouveau, sera difficile pour les valeurs. Mais donc, en tout cas, là-dessus, la perspective est plutôt pas mauvaise. Voilà. Quand tu dis qu'on a attiré, enfin, on n'est pas loin d'un atterrissage, est-ce que c'est, alors si je prends les bureaux notamment, qui est une des classes d'actifs que tout le monde regarde, est-ce que c'est que pour les meilleurs actifs, pour le prime, ou est-ce que c'est vrai aussi des bureaux en périphérie Alors, je pense que c'est vrai pour les bureaux qui ont vocation à rester bureaux. C'est probablement pas tout à fait vrai pour les actifs qui doivent être reconvertis, sur lesquels des locataires vont partir, on va dire, à court, moyen terme et qui ne seront pas reloués en bureau. Ceux-là, probablement, auront un atterrissage complémentaire parce que ça va devenir une charge foncière résiduelle d'un autre produit. Voilà. Mais sur le marché tertiaire qui a vocation à rester marché tertiaire, a priori, c'est ça qui se profile. D'accord. Et après, sur la partie marché locatif, on voit, alors jusqu'à il y a quelques jours, honnêtement, là, on a quelques mauvaises nouvelles récemment, mais probablement liées à ce qui se passe au niveau du gouvernement, etc. On avait quand même une dynamique locative qui n'était pas mauvaise, et pas que dans Paris QCA. Voilà. On voit sur la Défense pas mal de dynamique aussi. Alors, c'est vrai que enfin, aujourd'hui, on atteint les 1 200 € dans Paris. Tout le monde ne peut pas payer 1 200. Et encore plus si la situation économique se dégrade un peu. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont chercher quand même à payer moins cher que Paris. Et en plus, comme il y a peu d'offres dans Paris, ça va aider les autres marchés. Voilà. Donc, en effet, sur le marché locatif, on voit plutôt une dynamique. Mais enfin, voilà, je la tempère parce qu'on a eu là, ces derniers jours des négociations de baux qui étaient en cours, qui se sont arrêtées, avec des décisions qui venaient du top management des entreprises, et d'entreprises parfois françaises, hein, en mode, là, pour l'instant, on arrête tout. Voilà. Donc, mais j'espère que la stabilisation va faire que ça va repartir et qu'on va retrouver une forme de normalité. Voilà. Donc, voilà où on en est, et les perspectives 25. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des liquidités sur le marché. Hein, voilà. Aujourd'hui, il y a des grosses opérations de refinancement qui ont été signées, donc il y a aussi de la dette bancaire, il n'y a pas que de l'equity. Et aujourd'hui, en fait, ce qui achoppe, c'est en effet la rencontre entre acheteurs et vendeurs sur le prix. Mais normalement, les derniers atterrissages devraient faciliter ça. Donc voilà, moi je me dis que probablement, pas début 25, mais disons d'ici la fin de l'année, on devrait retrouver de la liquidité sur le marché.
En effet, avec une croissance des loyers qui va aider aussi à retrouver des accords entrepreneurs, à retrouver en fait du potentiel de création de valeur pour les acheteurs. Arnaud, est-ce que tu es en ligne sur cette vision-là? Ouais, sur les valeurs, effectivement, c'est un peu un sentiment général. On a l'impression que la correction, et là je me passe au 1er janvier 2025, parce qu'il y a encore des corrections sur l'année 2024, des expertises. Globalement, derrière nous, tout ça est soutenu par la base des taux courts anticipés. Moi, je suis plus inquiet sur les volumes et la liquidité. Mais si on se dit que c'est un peu ce que j'ai entendu, que les taux longs, je rappelle, les taux longs intègrent déjà une baisse des taux courts avec un objectif à 2%. Donc il n'y a pas vraiment de raison que ces taux longs se compressent. Donc si les taux longs restent entre 2,80 et 3,20, ce qui est d'ailleurs une volatilité forte. Oui, il n'y a jamais eu autant de volatilité sur les taux longs. Où dans une même journée, on peut perdre 10 points de base, donc ça ne facilite pas la prise de décision pour tout le monde. Mais si les taux longs restent entre 2,80 et 3,20, je ne vois pas pourquoi des investisseurs globaux décideraient de réinvestir en immobilier. En fait, on est dans le bas de la fourchette du spread, je pense. Enfin, deux solutions, soit les taux longs baissent encore, mais on n'y croit pas trop, en tout cas contexte économique inchangé, soit il y a une décompression additionnelle pour redonner de la liquidité au marché. Mais, et peut-être un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont globalement surexposés en bureau. Et comme globalement, ils sont plutôt en surexposition en immobilier. Si on suppose qu'ils ont la possibilité de faire des investissements, il faut d'abord, plutôt des investissements de diversification, il faut d'abord qu'ils arrivent à se désengager sur le bureau. Et tant qu'il n'y aura pas de liquidité sur le bureau, je ne vois pas comment le marché global immobilier pourrait retrouver des volumes importants. Georges, je te donne la parole juste après. Gilles voudrait réagir. Juste une réaction, parce qu'on a beaucoup parlé de taux. Un point sur la courbe en fait, des taux. Pour moi, ce qui a beaucoup changé dans cette phase, quand on la compare avec la phase d'avant la pandémie, c'est le refus absolu de la part de la Banque centrale d'intervenir sur la partie longue de la courbe. Donc on peut avoir des choses très basses sur les taux courts. Et encore une fois, moi je suis à 1,5, je suis en dessous du marché. Je pense qu'on peut descendre encore plus loin, en fait, en cas de vrai gadin. Mais là où on sent que les banques centrales ont une vraie réticence, c'est sur la mise en place de ce qu'elles appellent des politiques non conventionnelles, qui consisteraient en fait à intervenir directement sur le marché obligataire. Et c'est là où la marche est très haute. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'en Europe aujourd'hui, on manque d'instruments et pour être clair, on manque de pilotes dans le cockpit. Vous avez un vide politique à la fois en France et en Allemagne et tous les regards se tournent vers la BCE dans ces cas-là. C'est l'institution qui a les instruments et qui a une capacité de décision assez rapide. Donc on peut arriver à une situation dans laquelle on réintervient sur la partie longue de la courbe. Mais pour y arriver, on serait dans une situation où on serait vraiment passé par une phase de récession. Donc pour ceux qui espèrent que, voilà, avec sa cape de 2 €, la BCE intervient et nous remet des taux longs à 1, pour ça, il faut accepter qu'avant ça, on passe par une phase vraiment extrêmement pénible sur le plan conjoncturel. Georges ? Non, mais je partage avec Arnaud. On est confronté. Tous les marchés ont été divisés par 2 en 2 ans. Ouais. Donc on a une baisse de volume, c'est par 2. Donc c'est sûr que face à cette situation-là, quels sont les ressorts qui peuvent faire les marchés progressent? Bon, sur l'investissement, je suis d'accord. Il y a une adéquation entre le coût du capital des investisseurs et puis le risque. Et puis tant qu'on ne s'est pas désengagé du bureau, il n'y aura pas de report. Donc moi, je ne vois pas une évolution des volumes. Alors le marché parisien est toujours actif parce que c'est un marché un peu de sécurité. Mais bon, moi, je ne vois pas d'évolution de volume. Alors, attends, à quel horizon? Moi, je pense qu'on est... je mets tout à 2027. Moi, je ne suis pas obsédé par l'élection présidentielle. Donc vous avez la réponse. Il faut un peu de temps. Donc, sur le marché du professionnel investisseur, on a ce sujet. Inadéquation, nous, on a des investisseurs qui veulent rentrer sur le marché, mais avec un coût du capital qui n'est absolument pas adapté. Ouais. Et puis, on a d'autres investisseurs qui ont envie de rentrer, mais qui ont un sujet
de baisse de leur exposition donc, sur le bureau. Sur le marché du particulier d'investissement, par exemple les CPI, nous on est présent. Le marché a été divisé par 2 en 2 ans. Là, il y a un écartement très fort. Le client veut du rendement et de la liquidité, donc il va chercher des produits avec un rendement élevé et avec une capacité pour le gestionnaire de la liquidité, c'est-à-dire pas trop de parts en attente. Voilà, donc là, il y a une évaluation très forte. Mais là, on peut dire que l'épargnant est en train de renouveler ce qu'il souhaite. Nous, on fait une très bonne année sur les CPI. Voilà, mais donc là, il y a un écartement très fort. Mais là, on sent, présenter un produit d'épargne immobilière à 6% de rendement, vous commencez à avoir une clientèle qui est prête donc à revenir. Sur le logement, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une baisse de volume très forte. La primo-accession, il y a un petit filet d'eau. Les opérateurs sociaux sont là, mais ils ne peuvent pas capter toute la production. Et on est confronté là pour les promoteurs. Si on veut reproduire et recréer de la marge, on est confronté aux élections municipales. Ça va être de plus en plus difficile d'obtenir un permis. Nous, on souffre même, on demande des autorisations pour démarrer des chantiers. On a acheté des terrains, vendu en bloc les opérations à des permis définitifs. Donc on en est là. Donc là, pour les promoteurs, ça va être vraiment, c'est 2027. C'est-à-dire tant que les maires ne sont pas réélus, avec des nouveaux PLU, tant qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés en termes de recettes, ça va être extrêmement compliqué. Donc pour la promotion logement, c'est vraiment plutôt deuxième semestre 2027, puis il faudra refabriquer les produits. Voilà. Donc moi, je pense qu'on atteint un peu une sorte de point bas en volume. Mais tout ça va essayer on va essayer de stabiliser ça, mais je vois pas de rebond, à court terme. Voilà. Ok. Du coup, non mais c'est intéressant. Du coup, comment est-ce que face à cette situation, vous faites évoluer vos stratégies? D'une part, vos stratégies, ça me semble la première chose, et puis peut-être repenser vos business models, votre organisation. Non mais partez pas déjà. Voilà. Qui veut commencer? Je veux bien commencer parce que d'une manière ou d'une autre, beaucoup de choses partent du foncier, en tout cas de la matière première, et aussi du politique. Enfin, Oui. ça a aussi été dit. Déjà quand même, parce que c'est vrai qu'on manie quand même 2-3 messages qui ne sont pas ultra positifs, mais je pense que c'est bien aussi d'être dans Il s'agit d'être réaliste. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Pas... Moi, je note quand même une inflexion au niveau politique d'ores et déjà, et sans attendre de 2026. Nous n'avons jamais été aussi sollicités pour engager des nouvelles opérations d'aménagement, donc on n'en est pas encore à l'immobilier, que dans la période actuelle. Je vais donner un ordre de grandeur. Moi, ça fait à peu près 1 an qu'on arrête d'aller démarcher des collectivités pour engager des nouvelles opérations d'aménagement. Depuis 1 an, on engage une nouvelle opération d'aménagement toutes les 4 semaines au premier trimestre, toutes les 3 semaines au second et troisième trimestre, toutes les 2 semaines depuis le début du 3e trimestre. On a des sollicitations spontanées d'élus, parfois qu'on n'avait jamais rencontrées, qui nous disent on veut faire, et avec un message que je trouve très intéressant, c'est en plus on veut assumer une vision politique d'aménagement avant les municipales. C'est pas le message je veux être prêt pour après, c'est aussi ça, mais c'est aussi je veux une vision politique, et pas qu'une vision, mais surtout je veux m'assurer que si je dis quelque chose à mes électeurs, à mes citoyens, je vais être capable de le mettre en œuvre. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça n'a pas d'effet immédiat. Là, je partage effectivement sur la promotion, la production de neuf ou même la réhabilitation très impactante. Je ne suis pas sûr que les volumes augmentent. Par contre, post-2026, on va avoir une fenêtre qui va être une fenêtre très intéressante. Au niveau des modèles économiques, pour revenir à ta question, nous, notre certitude en Grand Paris Aménagement, c'est que normalement, l'aménagement au sens qu'on entendait dans le passé du terme a totalement disparu d'ici 2050. C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser? Avant une opération d'aménagement, j'achète un terrain, plutôt un champ de patates ou de blé, je dessine un quartier, ça dégage une marge à terminaison plus ou moins forte. On vient de clôturer une opération, on a fait 46% de marge. Bon. D'accord. Aujourd'hui, la restructuration urbaine, je vous rassure, c'est la marge, elle se situe entre -2 et +2.
Déjà, il y a un changement de modèle là-dessus. Mais plus fondamentalement, en 2050, les effets démographiques que j'évoquais vont avoir une vraie question sur est-ce qu'on produit encore du neuf? Est-ce qu'on restructure des actifs? Oui, ça bien sûr, on a un stock qui est là. Mais est-ce qu'on produit du flux? Or, l'aménageur, historiquement, son métier, c'est d'abord de produire de la matière première foncière pour pouvoir produire du neuf. Donc notre métier disparaît, c'est pas grave. Non, l'important, c'est pas le métier, c'est quelle est l'utilité publique qu'on génère. Mais par contre, ça veut dire changer radicalement les choses. Et notre conviction profonde, c'est que la question, et là on touche les business models, c'est comment est-ce qu'on crée un système pérenne qui permet de recycler en permanence sans passer par un cycle de destruction de valeur qui aujourd'hui est la condition quasi sine qua non de la transformation. Donc ça passe par plusieurs choses. Il y a des choses qui relèvent de nous, il y a des choses qui ne relèvent pas de nous. La première, elle est très terre à terre, c'est le foncier. On en parlait rapidement tout à l'heure. Donc on vient de mettre sur les fonds baptismaux une foncière de détention ultra long terme. Alors pour appeler un chat, ultra long terme, c'est éternel du foncier. Pour céder en bail à construction ces fonciers sur des horizons de 60-70 ans. Hein. C'est pas pour l'instant sur les fonciers économiques, parce que c'est plus simple, y compris à modéliser dans les acteurs qu'on a. Et on a signé les premières promesses de baux. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une équation gagnant-gagnant. Cette foncière, elle est finançable. On a des discussions avec des fonds d'infrastructure pour entrer autour de table maintenant qu'on a testé la thèse d'investissement, les rentabilités. Et sont plutôt très, très prometteuses. Donc ça fonctionne là-dessus. Et quand on dit ça fonctionne sans injection de capitaux publics, parce que ça aussi, ça a disparu. Mais c'est surtout aussi que pour un industriel, ça lui fait de la dette super senior sans avoir de garantie. Donc concrètement, on injecte de l'argent dans la capacité d'investissement d'une entreprise qui va s'implanter. Juste pour réagir, Georges, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue promotion immobilière? Sur le modèle, oui, c'est intéressant. Tant qu'on peut. Enfin, je retiens que tu fais 30 et 40% de marge sur des opérations. Je faisais, elle datait de 1983. Je plaisante. Heureusement. Je plaisante. Non, sur le modèle, pour répondre à ta question, l'idée, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'être réaliste. C'est d'être réaliste. Moi, je suis je pense que le monde d'après, après 2027, le besoin de logement est colossal. Qui va décarboner la planète et l'immobilier, c'est les promoteurs. Donc les promoteurs, le modèle est hyper attaqué en ce moment, mais c'est un modèle très compliqué. Beaucoup de barrières à l'entrée, connaissance des territoires. C'est très très dur de fabriquer un outil de production. Et donc tous ces quartiers à repositionner, tous ces immeubles à repositionner, c'est les promoteurs qui vont le faire. Donc on est au cœur de la tourmente sur ce métier, mais moi je suis très confiant sur après. Je suis très confiant sur le souhait des investisseurs de revenir sur l'actif immobilier. Donc, je n'ai pas de sujet là-dessus. Le sujet, c'est comment on gère les 3 ans. Voilà. Donc, soit on se dit, je me mets aux abris, je ne bouge pas, soit on se dit, finalement, c'est une chance, cette crise. Puis j'essaye de repenser. Voilà. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. J'ai noté ce que tu disais sur la productivité d'autres métiers. Elle n'est pas très bonne. Donc une crise, on essaye de recruter des talents et puis on essaye de retourner son modèle. On est dans un monde avec une baisse de volume de 50% sur tous les marchés, c'est des contractions de marge. Donc ça veut dire qu'il faut travailler plus pour gagner moins. Donc ce n'est pas un bon slogan pour être élu, mais en revanche, c'est le message qu'il faut faire passer. On va travailler beaucoup plus pour gagner moins pendant 3 ans, mais pour préparer après. Voilà. Donc, le métier de promoteur doit se réinventer, il doit se tourner plus vers un métier, je pense, d'asset manager de terrain et avec un enjeu d'aller chercher le bon coût du capital. Ce n'est pas le même coût du capital d'une opération qui est vendue en bloc et qu'on arrive à dénouer en 2-3 ans qu'une opération d'aménagement qu'il va falloir porter 4-5 ans. Voilà. Donc, il va falloir pour les promoteurs d'être des asset managers de terrain ou d'actifs à repositionner, et puis d'avoir la capacité d'aller chercher le bon coût du capital qu'on va venir affecter. Mais c'est un changement, c'est un changement profond chez les promoteurs. Les promoteurs, ce sont des métiers où on gagne de l'argent sur les marges. Voilà. Et c'est la difficulté du métier à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a plus de marge et les fonds propres sont dans les opérations et les honoraires n'équilibrent pas. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de réinventer. Moi, je trouve que c'est passionnant et qu'il y a des sujets d'expertise aussi, parce que
Alors, les jeunes chez moi râlent quand je dis ça, mais enfin, sur les 15 dernières années, tout le monde a été champion du monde de l'immobilier. Hein. Et je pense qu'on a perdu en expertise. On a perdu en expertise. Voilà, quand le tableau Excel fait la valeur ou qu'il suffit de monter les prix de vente quand on s'est planté sur le prix de revient, c'est pareil. Donc là, on rentre dans une phase, mais ça va être plus compliqué, donc ça va être vachement plus intéressant. Mais donc, on va gagner en expertise. Il va falloir monter en compétence en expertise. On a perdu le goût du terrain. On ne se déplace plus. Google Earth et Teams ont mis... enfin, on ne voit plus les immeubles. Nous, on achète des portefeuilles et des gens qui n'ont jamais vu les immeubles qu'ils nous vendent. Voilà, donc, bon, mais ça c'est fini. Voilà, donc on prend sa voiture, on met des bottes, on va sur le terrain, on va voir son locataire, on prend le TGV à 5h30, c'est chiant, mais on le prend. Voilà, et malheureusement, c'est ça pendant 3 ans, mais je trouve que ça va vachement bien parce qu'on va sortir beaucoup plus fort. Voilà, mais ça, c'est la vraie vie, je pense. Voilà. Audrey, je pense. Non, alors, moi, je partage totalement, et quand on a évoqué en préparation de cette table ronde, le métier de promoteur change, mais le métier d'asset manager aussi, en fait. Et il devient, en effet, beaucoup plus exigeant de la part des équipes, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui doit devenir beaucoup plus complet, beaucoup plus transverse, parce que dans une organisation de foncière, l'asset, alors, c'était déjà le cas, mais c'est rendu encore plus prégnant. Il faut travailler avec tout le monde. Le property non, il l'était, mais il doit prendre encore une place encore plus forte parce que c'est la relation avec le client. Et que l'enjeu pour nous aujourd'hui, notamment sur les immeubles de bureaux, c'est de garder les clients. Ça doit être l'affaire de tous et tout le monde doit travailler ensemble pour justement faire des produits qui correspondent à ce que veulent nos locataires. Donc, en effet, il y a un enjeu RH et organisation qui est assez fort et qui demande vraiment une vraie mutation, en fait, versus ce qui s'est passé depuis 15 ans, en effet. Et c'est plus compliqué. Voilà, donc, mais je partage sur le fait qu'on en sortira meilleur. Il n'y a pas de doute. En tout cas, pour ceux qui arrivent à franchir la marche. Voilà. Après, sur l'évolution de la stratégie face à tout ça, donc nous, on a une première stratégie sur le secteur tertiaire qui est, je le disais, d'améliorer encore la relation client, les services qu'on apporte à l'immeuble, etc., pour que nos clients restent longtemps. Voilà. On a sur une partie du portefeuille une stratégie de transformation, clairement. Alors avec des bilans économiques qui ne sont pas toujours faciles à trouver, voilà, avec des contextes parfois pas faciles avec les collectivités, mais on y arrive petit à petit. On a aussi une stratégie de diversification. Donc aujourd'hui, comme tout le monde, je dirais, on regarde de la stratégie en résidentiel étudiant, en data center. Et sur ces métiers-là, on regarde aussi à rentrer dans l'exploitation, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'une partie de la création de valeur qui n'est plus sur la compression des taux et autres, est dans le business d'exploitation et du coup dans notre capacité à prendre des risques sur l'exploitation. Et notamment, on est en train de le regarder sur le résidentiel étudiant, à être exploitant nous-mêmes, alors à 100% en JV, via différents modèles, mais en tout cas, c'est des sujets qu'on regarde aujourd'hui pour trouver des relais de croissance sur des catégories d'actifs alternatives. Arnaud, votre stratégie en ce moment En ce moment, par ordre de priorité, c'est de nous occuper de nos actifs. Donc, ouais. Aujourd'hui, l'équipe d'asset management passe 80% de son temps sur 5% du portefeuille. Pour vous dire que les sujets qu'on a tous dans nos portefeuilles, donc première couronne, sont compliqués et nécessitent beaucoup d'énergie. Je suis complètement d'accord pour dire que ce contexte de crise nous permet finalement d'être optimistes à moyen terme et va rendre nos métiers encore plus intéressants. Effectivement, je pense qu'on aura besoin de plus de journées hommes par actif qu'avant. C'est pas bon pour la productivité, ça non plus. Mais voilà, il faut qu'on s'en occupe. D'un point de vue investissement, une crise peut être effectivement une opportunité. Nous, on a recommencé à investir à partir de fin 2023, après quasiment 1 an et demi, 2 ans de pause. Et on en a profité pour revoir complètement notre stratégie. Jusqu'à fin 2021, on prenait plutôt des risques. On était encore plus value-add. Alors, ce n'était pas des risques énormes, mais on prenait des risques de développement et de commercialisation. Là, aujourd'hui,
s'est dit qu'on allait plutôt, compte tenu de l'instabilité et de la volatilité, plutôt investir sur des actifs core. Finalement, il n'y a que dans ces moments-là que les meilleurs actifs sont proposés sur le marché. C'est vraiment un vrai sujet de liquidité. Donc voilà, alors que ce soit sur le bureau, parce que nous, on considère toujours le bureau, on considère que c'est une bonne classe d'actifs, et puis ce n'est pas les classes d'actifs alternatives qui vont pouvoir remplacer, on parlait de volume d'investissement tout à l'heure, qui vont pouvoir remplacer le bureau, on n'en est pas là. On regarde également le résidentiel, on est ultra positif sur le résidentiel, pour plein de raisons. Les fondamentaux sont très bons, et ils sont très bons en France et en Europe. D'ailleurs, cette sous-offre structurelle, on la retrouve partout. Quand on se compare, on se rassure, mais en Allemagne, ils construisent moins que nous, et nous, on ne construit pas beaucoup. Donc cet écart entre l'offre et la demande, elle est très importante dans les principales capitales européennes. La seule difficulté, c'est qu'en France, le taux de rendement, il est un peu plus faible qu'ailleurs. Et donc, quand on achète du résidentiel en France, on ne l'achète pas pour le rendement, on l'achète pour une logique un peu patrimoniale. On achète on achète aujourd'hui des prix au mètre carré qui ont corrigé. Et ça, c'est un peu la surprise de cette crise, c'est que là, le résidentiel a nettement corrigé. Et on ne s'attendait pas forcément à ça. Parce que déjà que le rendement est bas, si en plus les prix corrigent. Mais voilà, on a un petit sujet avec le neuf, très compliqué en tout cas aujourd'hui d'atteindre les prix de revient. Et puis on regarde des actifs de diversification, mais voilà, de manière très prudente. Donc on est vraiment dans une stratégie très défensive sur le marché de l'investissement, et notre objectif, c'est de faire rentrer des actifs qui génèrent du cash flow sur le long terme, de manière à faire rentrer des actifs un peu stabilisants. Et on pense qu'à moyen terme, on espère revenir en tout cas sur le créneau du core plus value add, puisque c'est quand même là où on crée le plus de valeur. Juste un élément, Arnaud, quel est votre regard sur l'allocation, justement, dans cette période où les taux longs sont beaucoup plus intéressants, les taux courts sont aussi pour l'instant intéressants, sur l'allocation immobilière? Est-ce que vous restez avec une allocation immobilière stable? Est-ce que vous la diminuez? Est-ce que vous l'augmentez? Nous, on l'augmente. D'accord. On essaye d'être un peu contracyclique, et on pense que, en tout cas, quand on est un investisseur long terme, il y a un point d'entrée. Alors, on n'est pas sûr d'acheter au plus bas, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on achète beaucoup moins cher qu'il y a 3 ans, et qu'on a l'impression que les prix sont à peu près à leur moyenne de long terme. En tout cas, tendent vers cette tendance. Donc oui, on augmente notre allocation. Et si on regarde l'allocation bureau versus les autres actifs, aujourd'hui vous êtes à combien et c'est quoi votre objectif? Nous, on est en bureau, on a toujours été un peu sous-alloué par rapport au marché. On est à 42-43%, et puis on est surexposé en résidentiel. On est à quasiment 30%. Donc on souhaite garder autour de 40, le bureau, c'est très bien. Et sur le résidentiel, compte tenu des fondamentaux, si on arrive à identifier des opérations, on va dire qu'on est prêt à investir massivement. C'est all you can eat. Mais la difficulté, c'est de trouver des opérations. Tu voulais réagir, Stéphane? Oui, je voulais réagir sur plusieurs des choses qui ont été dites précédemment. D'abord, effectivement, je partage complètement le côté plus exigeant de la période et le fait que ça représente une opportunité et d'intérêt, de stimulation, tout ce qu'on dit. Mais peut-être surtout revenir un instant sur les causes profondes de cette non-productivité, d'absence de gain de productivité de notre secteur, parce qu'on voit bien que c'est pas les taux qui vont créer de la valeur, donc il va falloir qu'on la trouve, cette productivité. Et moi, ma conviction profonde, c'est que cette non-productivité, elle vient de 2 paramètres.
et qui ont été d'une manière ou d'une autre évoquées. Donc, la première chose, c'est la prise en compte de la rentabilité sur le temps très long et pas exclusivement sur un paramètre sur Spot. Quand tu parlais de l'exploitation, c'est une manière de dire ça. C'est comment j'intègre toute la chaîne de valeur et pas simplement une partie, comment je ne la segmente pas. Et l'autre chose, c'est précisément la segmentation des acteurs. On est en fait un des rares secteurs où les acteurs sont extrêmement divisés. Beaucoup d'interfaces. Or, on ne crée de valeur durable que si on arrive à aligner les intérêts de tous et pas finalement à ce que chacun essaye de faire de la marge sur le voisin. Parce qu'en fait, le système est sous-optimal quand on fait ça. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout dans le secteur de l'immobilier, c'est Rolls-Royce, au niveau des moteurs d'avion. Rolls-Royce, il y a quelques années, un de ses clients, compagnie aérienne, lui dit « Vos produits, ils sont super, mais il y a juste un truc, c'est que nous, ça nous énerve de vous payer quand les moteurs ne marchent pas. Le SAV, les pièces de rechange, etc. » Mais qui est le modèle normal de plein de trucs. Notre garagiste, c'est souvent ça. Et Rolls-Royce travaille un peu et dit bah, « Banco, maintenant, vous allez me payer uniquement quand mes moteurs volent. En contrepartie, j'ai le droit de vous imposer une visite d'entretien, de garder à Singapour 2 heures d'avion pour la visite d'entretien, etc. C'est moi qui décide quand est-ce que j'interviens sur... Ce qui est très intéressant, c'est l'effet de ça. C'est que les moteurs de Rolls-Royce ont gagné en robustesse, donc coûtent moins cher pour Rolls-Royce, pour la compagnie aérienne. Finalement, tout le monde a gagné de la valeur. Mais là, on avait vraiment une logique à la fois d'alignement d'intérêts et d'intégration du temps long. Or, notre secteur de l'immobilier a besoin d'intégrer ça de façon extrêmement profonde. Il ne faut pas que la question, ça soit la marge de l'aménageur versus le promoteur, versus l'investisseur, versus l'architecte, le bureau d'études, etc. Il faut que tous on tire dans le même sens, avec l'objectif final de créer plus de valeur, à se répartir de manière plus intelligente. Et heureusement que la crise est là, parce qu'elle nous oblige en fait à réagir et à essayer d'inventer. Alors, c'est plus facile à dire la finalité que comment on fait, soyons très clairs, il n'y a pas de recette miracle, mais je pense que c'est une vraie opportunité pour qu'on sorte collectivement, pas juste en vie, mais vraiment renforcé de la crise qui est la nôtre. Georges, je voudrais, et puis je vais demander aussi à Audrey de réagir. Oui, je voulais juste sur les stratégies produits. Donc nous, on n'a pas de résidentiel long terme, sujet de rendement. Et puis on a un autre sujet, c'est qu'on a du mal à convaincre les maires de faire du logement locatif libre. Donc ça, c'est une vraie difficulté parce que pour un maire, un locataire, finalement, c'est un coût encore beaucoup plus important qu'un acquéreur. Donc il va falloir aussi, si on veut développer du logement locatif libre, convaincre les maires qu'on a besoin de ce type de produit. Pour l'instant, c'est très très difficile sur locatif libre d'avoir l'accord d'un maire. Nous, on a décidé d'avoir pas plus de 50% de location de bureaux sur nos produits d'épargne. On n'a pas de résidentiel, donc on reste sur cette stratégie avec des produits de diversification. On a acheté des murs de camping, on va acheter du retail. L'idée, c'est de pouvoir garantir à nos clients, grâce à une forte granularité française, et maintenant on est en Europe, et puis typologie d'actifs, taille d'actifs et nature de locataires. Donc le sujet de l'épargne pour les particuliers, c'est de maintenir les rendements et d'avoir une gestion très très prudente de la valeur départ. Sur les classes d'actifs, nous, qu'on trouve intéressantes en ce moment, je rejoins ce que vous disiez, nous aussi, on avance sur les sujets OPCO, PropCo. Je pense qu'un moyen de gagner en productivité et en rendement, c'est d'être aussi exploitant de ces actifs. Donc on travaille beaucoup sur l'hôtellerie en ce moment, on travaille sur la santé, on vient de lancer un produit d'épargne santé, voilà, donc on croit à ces classes d'actifs. Alors les volumes ne sont pas énormes par rapport au bureau, mais c'est des sujets de diversification. Et là, les investisseurs, que ce soit particuliers ou internationaux, reviennent sur ces classes d'actifs, dont on y croit beaucoup. Il y a le sujet de la dette, pour moi, immobilière, qui va devenir un produit risque-rendement intéressant. Nous, on a eu l'agrément pour une société de dette et on pense que les volumes de dette à partir de l'année prochaine et le niveau d'LTV va baisser parce que les risques immobiliers chez les banquiers prennent, je pense, un petit peu plus d'ampleur que ce qu'ils avaient anticipé. Et on pense que ce produit dette peut être un produit également qui peut trouver sa place chez le particulier et chez les petits investisseurs. On a les grands fonds de dette qui sont très présents, mais sur des quotités très élevées avec des clients institutionnels. Mais ce produit de dette, je pense, peut devenir un produit de dette donc à mi-chemin. C'est l'immobilier, donc indirect. Voilà, donc ça, c'est
pour nous, les axes prioritaires stratégiques aux produits, santé, hôtellerie, OPCO, PropCo, dette et le résidentiel. On aimerait bien faire plus de résidentiel locatif, mais il y a le sujet des collectivités. Voilà. Juste une question sur ce produit de dette pour les particuliers, ça prend quelle forme? Enfin, alors, les acteurs qui sont lancés dans ce produit, c'est les plateformes de financement participatif avec le succès et les difficultés liées au marché. Oui. Mais néanmoins, bon, ça a été les précurseurs. Comme tous les précurseurs, voilà, il faut que ce secteur monte en compétences. Les acteurs de la distribution de produits d'épargne, CGP, banques, commencent à regarder ce produit de dette pour leurs clients. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est, je pense là aussi, il y a besoin de plus d'expertise. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont rentrés sur le marché avec peut-être pas l'expertise qu'il fallait. L'AMF est en train de mettre son nez dedans et c'est très bien. Donc je pense que ce produit de dette va devenir un petit peu plus sécurisé et aura sa place dans les portefeuilles épargnants, au travers même peut-être de contrats d'assurance vie et autres. Et puis après, il y a la dette un petit peu plus sophistiquée, plutôt sur le client averti, qui investit plus de 100 000 euros, qui vient par d'autres réseaux. Le petit institutionnel qui n'a pas forcément envie d'investir pour rentrer dans un fonds de dette chez KKR, c'est plusieurs millions d'euros. Donc c'est compliqué aussi pour des petits investisseurs ou des family office d'y aller. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller sur une tranche qui nous permet d'aller sur les réseaux de distribution grâce à la tech et puis d'aller prospecter de l'investisseur, voilà, je dirais de catégorie inférieure. Voilà. Alors, je vais revenir à toi, Audrey, mais je passe par Arnaud, parce que vous avez aussi lancé, enfin, vous êtes lancé dans la dette immobilière. Oui, c'était un peu dans le changement de stratégie avec cette approche défensive. La dette, c'est un actif idéal dans un marché qui corrige. Donc oui, on a créé un véhicule et on est en train de le déployer sur la dette senior. Voilà, on s'accroche à des valeurs qui ont corrigé, des LTV qui ont corrigé, et ce qui en fait un actif très défensif et qui offre un spread assez net avec les autres produits de fixed income. Hein, donc, et puis une garantie qui est forte. Hein, donc il n'y a pas de sujet de remise en cause, en tout cas, de crise existentielle, contrairement à d'autres classes d'actifs immobiliers de ce produit. Alors, Audrey, je voudrais te demander un petit peu sur deux choses. Sur ce que disait Stéphane sur justement comment est-ce qu'on peut diminuer les marges, et je demanderai la même chose à Georges. Est-ce que il ne faut pas développer encore plus des foncières promoteurs ou pas? Alors, ICAD en est par nature une. Voilà, c'est ça. Mais... Nous, on a la chance d'avoir les deux métiers, en effet, la promotion et la foncière. Et un des vrais sujets aujourd'hui, c'est de faire travailler les deux vraiment ensemble, en fait, y compris sur des modèles financiers communs qui consolident en fait la marge de l'un et de l'autre, etc., pour pas justement empiler les couches inutilement et pour être plus compétitif. Donc voilà, c'est un des enjeux aujourd'hui, en effet, c'est de développer encore plus les synergies entre les deux métiers. Parce que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que la promotion apporte tout ce qui est sourcing, relation avec les collectivités, etc. Et la foncière, elle apporte évidemment les fonds propres et la vision long terme. Donc il y a vraiment un intérêt à faire travailler les deux ensemble, c'est clair. Georges, là-dessus? Bon, alors nous, on est sorti du métier foncière en 2021, on l'a acté en 2022 avec la sortie du régime SIC. Voilà, ça a été un choix stratégique, les taux montaient, donc on a considéré que la valeur de notre patrimoine allait baisser, donc on l'a arbitré. Donc maintenant, on est vraiment un gestionnaire d'actifs qui a de l'equity, donc qui peut s'aligner avec ses clients, parce que je crois que c'est l'enjeu de demain, c'est l'alignement d'intérêts. Hein. Quand vous mettez de l'argent à côté de vos clients, c'est quand même beaucoup plus simple donc à convaincre. Donc, nous, on est sur un métier de gestionnaire d'actifs, donc essayer d'attirer le coût du capital le plus large, hein, de la SCPI jusqu'au fonds opportuniste, mettre de l'argent avec nos clients. Donc, le capital qu'on a retiré de la cession d'actifs, on le garde pour seeder nos véhicules et investir aux côtés de nos clients. Et ensuite, sur le niveau des marges, elles sont compressées. Là, je rejoins Stéphane, on ne peut s'en sortir qu'avec un partage de valeur. Voilà, c'est le propriétaire de terrain, les collectivités, l'investisseur et l'opérateur. Et puis, il va falloir partager la valeur. Intégrer, je pense, plus de métiers. On a une chaîne de fabrication, il y a trop de métiers, donc il faut l'intégrer.
Voilà, c'est un mix tout ça. Mais c'est vrai qu'on est plus foncière. Donc maintenant, nous, notre stratégie, le facteur clé de succès, c'est d'aller chercher le bon coût du capital. Mais pour tout le monde, je dis, si on ne va pas décarboner les actifs à entre 15 et 20% de TRI. Hein, donc il va falloir aussi atterrir. Donc il y a beaucoup de fonds qui ont été élevés avec des ambitions très très fortes de rendement qui auront du mal à se déployer. Donc il faut aussi ce monde de l'investissement atterrisse. Et voilà, la décarbonation, elle ne sera pas à 15% de TRI. Il faut arrêter de penser que c'est possible, ça ne marchera pas. Voilà. Donc les enjeux pour nous, c'est ça, c'est d'aller chercher le bon coût du capital et d'offrir un service à nos clients adapté à leur stratégie. Voilà. Je voudrais te demander, Audrey, sur la partie transformation des bureaux obsolètes, entre guillemets, parce qu'on dit qu'il va y en avoir de plus en plus, ou en tout cas qu'il y en a un grand nombre. Comment ça se passe, la transformation de bureaux en d'autres usages chez vous? Puis je vous demanderai aussi la même chose. Alors, ça dépend beaucoup des actifs, honnêtement, c'est très contextuel à chaque fois. Bien sûr. Voilà. Évidemment, ça dépend de la localisation, ça dépend des caractéristiques physiques de l'immeuble. Parce que malheureusement, on a longtemps construit sans trop penser à la réversibilité, avec des épaisseurs qui étaient parfaites pour faire du bureau, qui le sont un peu moins pour faire autre chose. Donc voilà, il y a des enjeux techniques qui sont liés tout simplement à la configuration du bâtiment. Il y a évidemment un coût associé à ça, parce que le coût de transformation est important. C'est plus cher aujourd'hui de transformer que de construire du neuf, hein, donc voilà. Et c'est plus compliqué. Et il y a un enjeu avec les collectivités locales. Aujourd'hui, et on les comprend, hein, parce que un immeuble de bureau qui est loué, c'est des recettes pour la collectivité. Du résidentiel, c'est des équipements publics à construire. Donc c'est pas tout à fait la même chose sur le bilan de la collectivité. Après, nous, on le voit quand même petit à petit, on arrive à les convaincre que plutôt que de laisser des immeubles de bureaux vides, ce serait quand même mieux de les transformer en autre chose. Mais on n'y est pas partout. Voilà. Ça dépend des endroits et ça représente, un postulat de base en effet, c'est qu'il y a quand même un atterrissage de valeur qui est assez important au début pour faire passer le coût de transformation et rendre l'opération acceptable en termes de rendement. C'est quand même, dans 99% des cas, des opérations qui sont défensives. Hein. Voilà. Georges, là-dessus? Alors nous, on n'a pas dans le patrimoine qu'on gère de sujets de transformation. En revanche, on regarde beaucoup d'immeubles de bureaux et alors honnêtement, la grande majorité, c'est des démolitions. Hein. C'est pas de la transformation. Oui. Donc voilà. Donc un immeuble qui fait 18 mètres d'épaisseur, 18 mètres d'épaisseur, ça marche pas. Donc il faut arrêter de penser que la transformation sans démolition. Enfin, le gros du sujet, c'est la démolition. Et quand on commence à aborder ces sujets-là, c'est vrai qu'un maire, en général, il n'y a pas qu'un immeuble qui est planté. C'est la zone qui est plantée. Voilà. Donc, aller voir un maire, tout le monde va voir un maire en ce moment pour transformer un immeuble de bureau en résidence étudiante, en co-living, etc. Mais ça ne marche pas. Il faut proposer une opération globale. Donc, et c'est là qui va être la difficulté. Alors, un immeuble dans Paris ou dans une zone très très dense, bon, ok, on peut le travailler. Mais là où il y a vraiment des problèmes, c'est pas un immeuble, c'est toute la zone qui est plantée. Et donc là, il faut se regrouper à plusieurs propriétaires et puis c'est là où l'intérêt du promoteur est important et proposer quelque chose global. Parce que le maire, il ne va pas transformer un immeuble au milieu d'autres immeubles. Voilà, donc moi, premier sujet, c'est plutôt des démolitions que je vois. Donc c'est le coût du foncier. Donc là, ça ne marche pas en termes de valeur. Et les autres sujets, les maires me disent, reviens voir, mais tu arrives à convaincre tous tes petits copains autour. Et puis on raisonne sur le quartier. Mais on raisonne sur le quartier à 5 ans. Voilà, donc pour ça, quand on dit qu'il y a 9 à 10 millions de mètres carrés de bureaux à transformer et que tout ça va créer... Oui, mais c'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Stéphane, oui, en tant qu'aménageur nous aujourd'hui, un petit contrepoint avec ce que disait Georges, nous, on part du postulat aujourd'hui que tout immeuble qui existe, on va d'abord regarder ses qualités et on va systématiquement privilégier une transformation ou une réhabilitation lourde, hein, parce que ce n'est pas toujours de la transformation, avant de le démolir. Et notamment pour une raison qui n'est pas contradictoire avec ce que tu disais, mais qu'en fait, la destruction de valeur en termes d'acceptabilité politique, elle est beaucoup, beaucoup plus forte quand on démolit l'immeuble. Et donc aujourd'hui, on est entré en fait dans une logique où on fait ça. Et quand je dis on fait ça, c'est-à-dire que c'est pas simplement on prescrit ça, parce que et là c'est le même sujet d'alignement de valeur. Là, on a une co-entreprise avec AXA où on fait une transformation d'un
d'un ensemble immobilier qui fait 680 logements aux portes de Paris. Voilà, donc on apprend aussi parce que en tant qu'aménageur, on est un bon aménageur que si on est un bon prescripteur, c'est-à-dire si on comprend aussi les contraintes et le modèle économique de nos partenaires. Ce qui est intéressant quand même, alors ça passe par une destruction de valeur. Enfin, et là, c'est ce que tu disais, c'est du défensif aujourd'hui. Enfin, d'ailleurs, tu disais la même chose d'une autre manière. Et dernière chose, c'est clair que cette question de l'échec du quartier, elle est absolument essentielle. Là où il y a quand même quelque chose qui est nouveau, même s'il n'est pas visible aujourd'hui, mais je pense que d'ici 5 ans, pas beaucoup plus que ça, ça va sauter aux yeux. Le sujet que j'évoquais tout à l'heure sur les écoles qui se vident. Alors on sait, c'est à Paris, c'est le cas, 7 lycées qui ont fermé en 2023. Mais on se dit, c'est un sujet parisien, c'est la voiture, c'est tout ça. Pas vrai. Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, regardez combien de classes ont eu un gain d'élèves à la rentrée 2024. Quasiment 0. Donc on va, en fait, les phénomènes démographiques que j'évoquais rapidement vont diminuer le besoin, en tout cas d'équipements publics dans beaucoup d'opérations, donc vont être des facilitateurs aussi de l'équation de transformation, en tout cas dans des zones denses. Sur les autres zones, ça peut être plus compliqué. Donc on a quand même, mais toute cette question, c'est quand même, et là je te rejoins complètement, c'est comment on accompagne la prise de conscience des maires et surtout comment on leur donne des outils pour transformer, parce que c'est pas juste une somme de transformation ponctuelle, sauf quand on est sur un immeuble. Quand on a un immeuble dans Paris, on peut raisonner comme ça. Hein, ça, c'est pas le sujet. Et ça, il y a une question d'acceptabilité, mais il y a aussi une question d'accompagnement, j'allais dire technique, parce que c'est ultra compliqué, ultra complexe pour décroiser tous les sujets. Arnaud, sur la transformation du bureau en logement. Juste préciser, à Paris, on ne veut pas transformer nos immeubles de bureaux en logements. non, mais c'est bien le problème. Donc, non, parce que nous, on a un cas qui est bloqué par la mairie, donc très classique. Aujourd'hui, sinon, on n'en a pas d'autres. Mais moi, ce que je comprends, parce qu'on a regardé quand même des dossiers passés, pour que ça fonctionne, il faut que l'investisseur qui détient l'immeuble de bureau soit suffisamment en difficulté, hein, qu'il accepte de passer la main, hein, parce que je pense que c'est très compliqué de réinvestir sur un immeuble auquel on a perdu beaucoup d'argent. Il faut que ce soit sur des zones où le prix au mètre carré passe un certain niveau, hein, c'est-à-dire en dessous de 6 000 €, ça ne marche pas parce que là, on est en prix de charge foncière négatif. Et évidemment, obtenir l'accord du maire. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de conditions pour que ces opérations fonctionnent, mais ça reste quand même un gisement. On a trop de bureaux et on a besoin de logements, ben voilà, il y a aussi un peu pragmatique. Et juste un mot, et tu évoquais rapidement Audrey, dans ce qu'on construit de neuf, parce qu'il y a le passé, il y a le stock, et on ne va pas réinventer le stock. Par contre, systématiquement, posons-nous la question de l'évolutivité. Enfin, aujourd'hui, cette segmentation des classes d'actifs, c'est ça qui est mortel. Si cette question avait été prise en compte de façon juste, sobre, dès le départ, parce que ce n'est pas nécessairement des coûts supplémentaires, ça c'est de la valeur intrinsèque à un actif, parce que qui d'entre nous sait comment on vit, comment on travaille dans 30 ans? Moi je ne sais pas. Enfin, je peux avoir des intuitions, mais donc la versatilité, la fluidité quelque part des destinations et des usages, c'est une garantie de valeur. Et donc, sur le neuf, en tout cas, nous chez Grand Paris Aménagement, maintenant on systématise l'exigence de se poser la question des modalités de transformation et de voir comment on optimise, même sur du logement. C'est pas qu'une question de bureau ou d'ailleurs on fait très peu de bureaux aujourd'hui quand même, on n'est pas pousse au crime. Mais même sur les différentes classes d'actifs, je pense que c'est une question intrinsèque que tout investisseur doit se poser aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos intervenants, excusez-moi. Et alors on a passé en revue beaucoup de thèmes. On pourrait encore continuer. On est arrivé au bout de cette conférence, donc je vous souhaite un très bon appétit.